Vieillesse. Anton Tchekhov. L'architecte Ouzelkov, conseiller d'État, venu pour réparer l'église du cimetière dans sa ville natale, où il avait grandi, où il s'était instruit et où il s'était marié, s'y reconnaissait à peine en descendant de wagon. Tout avait changé. 15 ans auparavant, quand il était allé s'établir à Pétersbourg, les gamins prenaient des sousliks à l'endroit où maintenant s'élevait la gare. Une maison à 4 étages, Vienne Hôtel, s'érigeait à l'entrée de la rue principale, là où s'étendait jadis une informe barrière. Mais rien, ni maison, ni barrière n'avait autant changé que les gens. Questionnant le garçon de son hôtel, Ouzelkov apprit que plus de la moitié des personnes dont il se souvenait étaient mortes, s'étaient ruinées ou étaient oubliées. « Et Ouzelkov ?» demanda-t-il au vieux garçon. « Te le rappelles-tu ? Ouzelkov, l'architecte qui divorça. Il avait une maison dans la rue de Zvirbevsk. Je suis sûr que tu t'en souviens. »« Je ne m'en souviens pas, monsieur. »« Comment ne pas s'en souvenir ? L'affaire fit du bruit. Les cochers eux-mêmes la savaient. Souviens-toi, ce fut l'avocat Chapkin qui fit prononcer le divorce. Un coquin, tricheur reconnu, celui que l'on fouetta au cercle. Ivan Nikolaïtch ? Mais oui. Vit-il ? Est-il mort ? Il vit, Dieu merci, il vit. Il est maintenant notaire. Il a une étude, et il vit bien. Il a 2 maisons dans la Kirpitchnaya. Il a marié sa fille il n'y a pas longtemps. Ouzelkov fit les 100 pas, réfléchit, et à force de s'ennuyer, décida d'aller voir Chapkin. Il était midi. Il sortit de l'hôtel et se dirigea lentement vers la rue Kirpitchnaya. Il trouva Chapkin à son étude, et lui aussi le reconnut à peine. L'avocat agile, découplé, à figure vive et effrontée, constamment ivre, qu'il avait été, était devenu un vieillard discret, débile, à cheveux gris. « Vous ne me reconnaissez plus ?» lui demanda l'architecte. « Je suis votre ancien client, Ouzelkov. »« Ouzelkov » chercha le notaire. « Quel Ouzelkov ?»« Ah !» Il se souvint, le reconnut et fut stupéfait. Les exclamations, les questions, les souvenirs se pressèrent. « Ah ! Je ne m'attendais pas !» gloussait Chapkin, « je ne pensais pas. Que vous offrirai-je bien? Voulez-vous du champagne? Des huîtres? Je vous ai, mon cher, autrefois, tant ratiboisé d'argent que je ne sais quel régal vous offrir. »« Je vous en prie, » répondit Ouzelkov, « ne vous dérangez pas. Je n'ai pas le temps de rien prendre. Il me faut aller tout de suite au cimetière pour examiner l'église. Je suis chargé de la réparer. »« À merveille, » fit Chapkin. « Nous grignotons un hors-d'œuvre, nous buvons, et je vous accompagne. J'ai d'excellents chevaux. Je vous conduirai et je vous mettrai en rapport avec le staroste. Laissez-moi tout arranger. »« Mais qu'avez-vous, mon ange? On dirait que vous voulez vous écarter de moi. Me craignez-vous? Asseyez-vous plus près. Maintenant, il n'y a plus à me craindre. Ah, avant, effectivement, j'étais un habile gaillard, un bourreau d'homme. Il n'y avait pas à s'approcher trop près. Mais maintenant, plus calme que de l'eau, plus bas que l'herbe. J'ai vieilli. Je suis marié, j'ai des enfants. Il est temps de songer à la mort. » Les 2 hommes mangèrent, burent et repartirent dans un traîneau à 2 chevaux pour le cimetière, hors de la ville. Oui, c'était un bon temps, se ressouvenait Chapkin dans le trajet. On se le rappelle et en vérité on n'y croit pas. Vous rappelez-vous la façon dont vous avez divorcé? Près de 20 ans ont passé. Je parie que vous avez tout oublié. Et moi, je me souviens de tout comme si c'était hier. Mon Dieu, que je me suis donné du mal alors. J'étais un gaillard retors, chicaneur, une tête brûlée. Comme j'étais impatient en ce temps-là de m'employer à une affaire de chicane, surtout quand les honoraires étaient bons, comme dans votre procès. Qu'est-ce que vous m'avez payé alors? 5 000? 6 000 roubles? Comment ne pas se donner du mal pour ce prix-là? Vous êtes parti pour Pétersbourg et vous m'avez laissé toute l'affaire sur les bras. Fais comme tu sauras. Votre défunte épouse, Sofia Mikhailovna, bien que d'une famille de marchands, était fière et avait de l'amour-propre. La payer pour qu'elle prît les torts était difficile, extrêmement difficile. Je viens par exemple une fois conférer avec elle. Dès qu'elle m'aperçoit, elle crie à sa bonne « Macha, je t'avais recommandé de ne pas recevoir de canaille. » J'essayais ceci et cela. Je lui écrivais, je tâchais de la rencontrer à l'improviste, rien ne prenait. Il fallut faire agir un tiers. Je me suis longtemps démené avec elle, et ce n'est que quand vous avez consenti à donner 10 000 roubles qu'elle a commencé à fléchir. 10 000 roubles. Elle n'a pas pu résister. Elle s'est mise à pleurer, elle m'a craché au visage, mais elle a consenti.
Elle a pris tous les torts pour elle. Il me semble que ce n'est pas 10 000 roubles, mais 15 000 qu'elle a exigé, fit Ouzelkov. Oui, oui, 15 000, je me trompais, dit Chapkin déconcerté. Au reste, vieille affaire, il n'y a pas à s'en cacher. Je lui ai donné 10 000 roubles et les 5 000 autres, je vous les ai pris en escompte. Je vous ai trompés tous les deux. Vieille affaire, il n'y a pas à en avoir honte. Et à qui prendre, Boris Petrovitch? Jugez-en, sinon à vous. Vous étiez un homme riche, gorgé. Vous étiez marié à l'aise. Vous divorciez à l'aise. Vous gagnez énormément. Dans une entreprise, je m'en souviens, vous aviez raflé 20 000 roubles. De qui tirer l'argent, sinon de vous? Et il faut l'avouer, l'envie aussi me torturait. Vous amassiez, on mettait chapeau bas devant vous. Et moi, pour 1 rouble, on me fouettait. Au cercle, on me souffletait. Mais à quoi bon se souvenir? Il est temps d'oublier. Dites-moi, je vous prie, comment vécut ensuite Sofia Mirailovna? Demanda Ouzelkov. Avec ses 10 000 roubles? Très mal. Dieu sait si ce fut une rage qui l'a pris, ou si sa conscience et sa fierté la tourmentaient, ou si peut-être elle vous aimait. Toujours est-il qu'elle se mit à boire. L'argent reçu, elle se mit à courir en troïka avec des officiers. Ivrognerie, dissipation, débauche. Elle allait au restaurant avec des officiers, et ce n'était pas pour y boire du porto, ou quelque chose de plus doux. Elle tâchait d'attraper du cognac pour que ça la brûlât, pour que ça lui ôtât l'esprit. Oui, elle était excentrique. Ce que j'en ai subi avec elle. Tout d'un coup, quelque chose ne lui allait pas, et elle commençait à être nerveuse. Et ensuite, qu'est-il arrivé? Une semaine passe, une autre. J'étais chez moi en train d'écrire. Tout d'un coup, la porte s'ouvre et elle entre, ivre. « Reprenez, me dit-elle, votre maudit argent !» Et elle me jette le paquet à la figure. Elle n'en pouvait plus, autrement dit. Je ramassai l'argent, je le comptais, il manquait 500 roubles. Elle n'était arrivée à dépenser que 500 roubles. « Qu'avez-vous fait de l'argent ?»« Vieille affaire, il n'y a pas à s'en cacher. Je l'ai pris parbleu. Qu'avez-vous à me regarder d'un seul coup comme ça? Attendez encore ce qui viendra. C'est tout un roman, c'est de la psychiatrie. Environ 2 mois après, je rentre une nuit chez moi, ivre, mauvais. J'allume, je regarde, sur mon divan était assise Sofia Mirailovna, ivre elle aussi, l'esprit tout à l'envers, l'air hagard, exactement comme si elle sortait de Bedlam. « Rendez-moi mon argent, me dit-elle, j'ai changé d'avis. Tant qu'à tomber, autant bien tomber. À fond. Dépêchez-vous, canaille, donnez-moi l'argent. Quelle ignominie !»« Et vous le lui avez donné ?» demanda Ouzelkov. « Je lui ai donné, il m'en souvient, 10 roubles. »« Oh, est-ce possible ?» fit Ouzelkov, fronçant un peu les sourcils. « Si vous ne pouviez ou ne vouliez pas le lui donner, vous auriez pu m'écrire, voyons. Et moi qui ne savais rien, hein, je ne savais rien. Pourquoi vous aurais-je écrit, mon cher, quand elle vous a écrit elle-même ensuite, lorsqu'elle était à l'hôpital? Au fait, j'étais si occupé de mon nouveau mariage, j'étais dans un tel tourbillon que je ne prenais pas garde aux lettres. Mais vous, un étranger qui n'aviez pas d'antipathie pour elle, pourquoi ne lui avez-vous pas tendu la main? Il ne faut pas mesurer les choses à l'aune d'aujourd'hui, Boris Petrovitch. Maintenant, nous pensons d'une manière. Autrefois, nous pensions d'une autre. À présent, je lui donnerai peut-être 1000 roubles. Et alors ces 10 roubles même, je ne les lui ai pas donnés pour rien. Vilaine histoire. Il faut oublier. Mais nous voici arrivés. Le traîneau s'arrêta à la porte du cimetière. Ouzelkov et Chapkin descendirent et s'engagèrent dans une longue et large allée. Le givre argentait les cerisiers dépouillés, les acacias, les croix grises et les tombes. Le jour ensoleillé se reflétait dans chaque flocon de neige. On sentait, comme dans tous les cimetières, une odeur d'encens et de terre fraîchement remuée. « Le cimetière est joli, dit Ouzelkov. C'est un vrai jardin. »« Par malheur, on viole les tombes, dit Chapkin. Tenez là, à droite, derrière ce monument en fonte est enterrée Sofia Mirailovna. Voulez-vous voir ?» Les 2 hommes tournèrent à droite et dans une neige épaisse se dirigèrent vers un monument de fonte. « Voici, dit Chapkin, montrant une petite tombe en marbre blanc. Un enseigne lui fit faire ce monument. Ouzelkov ôta lentement son chapeau et mit à l'air sa calvitie. Chapkin se découvrit aussi et une seconde calvitie brilla. Un silence sépulcral autour d'eux, comme si l'air même était mort. Les 2 hommes regardèrent le monument de Sofia Mirailovna, pensifs, sans rien dire. « Elle dort ici, dit enfin Chapkin, sans se souvenir d'avoir pris les torts à sa charge et d'avoir bu du cognac. Convenez-en, Boris Petrovitch. »« Quoi ?» demanda sombrement Ouzelkov. « Qu'aussi mauvais qu'ait été le passé, il fut meilleur que ceci. » Chapkin toucha ses cheveux gris. « Dans le temps, on ne songeait pas à l'heure de la mort.
L'eût-on rencontrée elle-même, on pensait qu'on pourrait lui rendre des points. Et maintenant? Enfin, que voulez-vous? La tristesse gagnait Ouzelkov. Soudain, il aurait voulu pleurer, de même que jadis il aurait voulu aimer passionnément. Des larmes, lui semblait-il, eussent été rafraîchissantes et bonnes. Une moiteur venait à ses yeux. Une boule remontait déjà dans sa gorge, mais Chapkin était auprès de lui. Il eut honte de paraître faible devant quelqu'un. Il se retourna brusquement et se dirigea vers l'église. Ce ne fut qu'au bout de 2 heures, après avoir conféré avec le staroste et examiné l'église, qu'il profita d'une minute pendant laquelle Chapkin s'oubliait à causer avec le prêtre et il courut pleurer. Il se glissa vers la tombe comme un voleur, en se cachant, regardant à tout instant derrière lui. Arrivé près d'elle, il s'adonna à sa tristesse. La petite tombe blanche le regardait pensivement, tristement, innocemment, comme si elle eût recouvert une enfant et non pas une femme divorcée et dépravée. « Pleurez, pleurez !» pensait Ouzelkov, mais le moment des larmes était passé. Le vieillard eut beau cligner des yeux, tâcher de se disposer à la tristesse, les larmes ne coulèrent point et la boule ne monta pas à sa gorge. Au bout de quelques minutes, Ouzelkov y renonça et revint prendre Chapkin. « Vieillesse, songeait-il, il n'est qu'un plaisir, les larmes, et elles ne coulent pas. »